Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC de l'hôpital, l'émission du franco-britannique destinée aux médecins et en particulier aux médecins de ville. Dans cette émission, on vous propose de parler de prolapsus. Le prolapsus est souvent tabou et pourtant il concerne 20 à 50% des femmes. Et pour en parler, j'accueille nos invités. Docteur Caroline Trichot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien gynécologue, chef du service de chirurgie gynécologique au franco-britannique. À vos côtés, le docteur Magali Le Savre, bonjour. Bonjour. Chirurgien gynécologue au sein de votre service. Et avec nous également, docteur Laure Dupouget, chirurgien urologue à l'hôpital franco-britannique toujours. Ensemble, on va donc faire le point sur l'évaluation, les options thérapeutiques et le suivi. Mais d'abord, on va revenir sur le diagnostic. Docteur Trichot, quels sont les signes qui doivent faire penser à un prolapsus en consultation de médecine générale ? Alors, le signe qui amène le plus souvent les patientes à consulter et qui doivent faire évoquer ce diagnostic, c'est la perception d'une boule au niveau vaginal. Souvent, les patientes rapportent cette constatation lors de la douche ou alors après une journée où elles ont fait des efforts importants. Ça peut être associé à une sensation de pesanteur au niveau pelvien. Et c'est le principal signe d'appel et le principal signe direct, on va dire, qui oriente vers le diagnostic de prolapsus, en sachant qu'après, il peut y avoir plein de signes associés en fonction du type de prolapsus qui concerne la vessie, l'utérus ou le rectum. Justement, docteur Dupouget, est-ce qu'il y a des signes urologiques spécifiques ? Oui, alors nous, ils viennent nous voir en consultation, le plus souvent pour des urgenturies. Alors même une rectocèle, effectivement, le rectum, en appuyant sur l'urètre, peut donner des urgenturies. Ce n'est pas forcément l'atteinte de la vessie, paradoxalement. Et on peut avoir aussi une dysurie, c'est-à-dire que si le prolapsus est important, ça va finalement couder l'urètre, donc elles vont avoir des difficultés à uriner. Et il peut y avoir des fuites urinaires qui peuvent être soit parfois masquées, et c'est quand on les examine, qu'on remonte le prolapsus, qu'on va voir les fuites apparaître à la toux, c'est l'effet pelote, mais il peut aussi y avoir des fuites urinaires un peu tout venant à cause du prolapsus, qui vont parfois d'ailleurs se résoudre après une chirurgie, même si on ne fait pas de gestes particuliers sur les fuites, le fait de résoudre le prolapsus peut résoudre ça aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui favorisent le prolapsus ? Oui, alors il y a beaucoup de facteurs favorisants. Alors l'accouchement, mais pas que. Il y a des femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui font quand même des prolapsus. Il y a des facteurs un peu familiaux. Il peut y avoir des laxités un peu du périnée de façon familiale. La constipation chronique, dès lors qu'on a une hyperpression abdominale et périnéale, ça pousse vers le vagin. La mauvaise posture aux toilettes, si on a poussé pour de la constipation et qu'on est trop assis, on va pousser vers le vagin. Alors que si on est bien accroupi aux toilettes, avec un réhausse-pied, on va plus pousser vers l'anus, donc moins de prolapsus vers le vagin. Il peut y avoir les efforts de toux chroniques chez des patientes qui ont été tabagiques, qui ont de la bronchite. Chez les sportives ? Les sportives un peu aussi. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Normalement, l'activité physique prévient plutôt avec la bonne musculature du périnée. Très bien. Docteur Le Savre, à partir de quand et à qui peut-on adresser les patientes dès qu'elles présentent ces signes, justement ? Alors on va adresser toutes les patientes qui sont gênées, que la gêne soit importante ou peu importante, et on va les adresser à un chirurgien gynécologue ou urologue, puisque les deux spécialités prennent en charge le prolapsus. Qu'est-ce que le généraliste peut faire pour gagner du temps, peut-être, avant de vous adresser ces patientes ? Alors, le généraliste, il peut traiter déjà, par exemple, la sécheresse vaginale en prescrivant un traitement hormonal substitutif local. Il peut traiter les facteurs de risque dont parlait le docteur Dupouget tout à l'heure et traiter une toux chronique, une constipation chronique. Et enfin, il peut prescrire une échographie pelvienne pour s'assurer de l'absence de masse pelvienne qui pourrait être à l'origine de ce prolapsus et surtout démarrer de la rééducation en prescrivant cette rééducation. Et il y a un site qui existe, qui est le site de l'AFREP, qui recense tous les rééducateurs spécialisés en pelvipérinéologie. Très bien. Ce site, vous avez justement l'adresse. Et c'est important, effectivement, parce que ce n'est pas forcément simple de trouver vraiment des kinés qui sont très spécialisés. C'est important que le kiné soit spécialisé dans cette rééducation-là. D'accord, très bien. Docteur Trichot, plusieurs spécialistes, on le disait, prennent en charge en fait le prolapsus. Est-ce qu'il y a une différence de prise en charge au bloc, par exemple, entre la chirurgie d'un urologue et celle d'un gynécologue ? Alors non, en fait on prend en charge la même pathologie et l'idée est donc de traiter l'ensemble des symptômes que présente la patiente, quitte à faire intervenir
plusieurs spécialistes, effectivement, le chirurgien urologue, le chirurgien gynécologue, parfois le chirurgien viscéral. L'idée est vraiment d'une prise en charge pluridisciplinaire de cette pathologie qui peut toucher différents organes. Et d'ailleurs, tous les dossiers des patientes qui présentent un prolapsus sont présentés en réunion de concertation pluridisciplinaire à laquelle participent tous les spécialistes que je viens de citer, plus souvent des kinésithérapeutes, des médecins de rééducation fonctionnelle, et ce qui permet en fait une prise en charge globale et donc optimale des patientes. On a vraiment une prise en charge très codifiée. Maintenant, on remet des fiches HAS avec tous les symptômes, tous les traitements qui existent pour les patientes, qu'elles voient bien que tout se fait de façon progressive. Il y a des traitements au départ légers, puis ensuite plus complexes. Mais on a tous quand même une prise en charge très multidisciplinaire, urinaire, gynéco, un peu gastro-entérologique. Et après, point de vue symptômes urinaires, nous, on va avoir des petits traitements spécifiques. Si elles ont une hyperactivité ou des fuites urinaires associées, on va pouvoir mettre des anticholinergiques, un stimulateur, mais à part ça, le reste est vraiment très similaire. En première intention, qu'est-ce que vous proposez et pour quel profil de patiente ? Alors, en première intention, donc comme en a parlé le docteur Le Savre, vraiment toutes les patientes doivent bénéficier d'une rééducation qui, de toute façon, a un intérêt d'une manière générale en termes de règles hygiéno-diététiques dans la vie. Après, aujourd'hui, la recommandation pour le traitement de première intention du prolapsus spécifiquement, c'est le PCR. C'est vraiment le traitement le moins invasif et qui est très efficace et bien toléré dans un certain nombre de cas. En tout cas, il faut toujours l'essayer. C'est aujourd'hui les recommandations scientifiques qui vont dans ce sens-là. Alors, docteur Dupouget, vous êtes justement venu avec... ils sont visibles, hein, ceux-là on les voit bien, on ne peut pas les louper. Et la nouveauté, c'est que depuis cette année, les PCR sont remboursés. Avant, il fallait compter une quarantaine d'euros, ce qui pouvait bloquer certaines patientes. Maintenant, on peut rembourser jusqu'à 2 par an, si jamais la taille n'était pas la bonne. Voilà. Il existe différents modèles, que soit le gynécologue, l'urologue ou le kiné peut prescrire. Vous avez des modèles cubes, qui vont être plutôt chez des femmes jeunes, qui vont pouvoir l'introduire et le retirer tous les jours. Ils se gardent maximum 7 jours, si vraiment elles ne veulent pas le retirer à chaque fois. Vous avez des modèles en anneaux qui sont pour des patientes un peu plus âgées. Celui-là, on peut le laisser entre 2 et 6 mois selon les sécrétions, les pertes qu'elles ont avec. Il y en a qui le tolèrent très bien. Et finalement, en le lavant une fois tous les 6 mois, ça passe. Et il existe des systèmes, par exemple, s'il y a des fuites urinaires associées, le modèle Dish, avec une petite partie qui va appuyer sous l'urètre. L'idée, c'est voilà, qu'un PCR, ça se réutilise pendant des mois. Tant que le silicone n'est pas poreux, n'est pas érodé, on peut juste le retirer, le laver à l'eau et au savon de Marseille et le remettre en place, soit soi-même, soit par le kiné ou un des médecins spécialistes, si on ne sait pas le faire soi-même. Et en termes de résultats, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Eh ben, en fait, moi je trouve ça très efficace sur des formes débutantes. Ça va permettre de renforcer en fait les muscles du périnée. Donc c'est grade 1, grade 2, elles peuvent être pendant des mois ou des années tranquilles. Je trouve qu'il y a même des patientes au bout d'un an sur des grades 1-2. En fait, le fait que c'est remusclé, qu'on le retire, il n'y a presque pas trop de récidive, peut-être un effet curatif sur des formes très mineures. Par contre, sur des formes très importantes, des grades 3, grade 4, quand vraiment tout sort, qu'il y a une hyper poussée trop importante, le PCR a tendance à s'expulser. Et malheureusement, il n'est pas suffisant pour tout le monde. C'est ce que j'allais vous dire, docteur Le Savre, lorsque ça ne suffit plus, qu'est-ce que vous proposez ? La chirurgie, là, devient pour le coup la meilleure option ? Là, la chirurgie devient la meilleure option, donc à discuter avec le chirurgien. Et une chirurgie qui pourra être faite soit à voix haute, soit voix basse, en fonction de l'âge de la patiente, de ses comorbidités. Quand je dis voix basse, c'est la voix vaginale. Et là, chaque voix d'abord a son intérêt et ses indications. Le médecin généraliste, avant de vous adresser une patiente que vous allez opérer, qu'est-ce qu'il peut faire ? Comment il peut optimiser pour préparer la patiente pour qu'elle soit dans les meilleures conditions le jour J ? Alors effectivement, c'est toujours important et a fortiori dans ces chirurgies fonctionnelles et encore plus quand on va utiliser des renforts prothétiques, de respecter un certain nombre de choses avant l'intervention, notamment l'arrêt du tabac, primordial, le traitement des comorbidités, c'est-à-dire par exemple vérifier qu'un diabète est bien équilibré, une hypertension artérielle, enfin tous ces facteurs qui peuvent aggraver le risque de complications péri- et post-opératoires. Et on
on a également, ce qui a déjà été évoqué depuis le début, le traitement de la constipation chronique, par exemple, parce qu'on aura beau avoir traité le prolapsus, il y a quand même un risque de récidive qui existe, qui est faible, encore plus quand il y a des renforts prothétiques, mais qui existe, et il faut quand même avoir à l'esprit qu'il faut traiter les facteurs aggravants pour éviter qu'ils ne soient encore présents en post-opératoire. La perte de poids, c'est important aussi. Alors la perte de poids dans le prolapsus, autant c'est très démontré dans l'incontinence urinaire, autant dans le prolapsus un peu moins, mais c'est toujours bien. On sait que c'est souvent des périodes propices à un peu plus de prise de poids. Donc en tout cas, l'effort physique et le fait de faire attention au poids, c'est toujours un élément important de toute façon dans le bien-être. Techniquement, nous, s'il y a vraiment de l'obésité, ça nous rend la chirurgie beaucoup plus difficile. Donc pour le geste, c'est toujours mieux d'avoir perdu quelques kilos avant. Alors on va parler justement maintenant des techniques opératoires. Elles sont forcément différentes. Non, on Pas fait tous forcément. à peu près la même chose, Ouais. tout est très codifié. En gros, le gold standard, c'est la voie haute, la promontofixation cilioscopique, avec assistance robot ou non. C'est vrai que ça se développe de plus en plus, la voie robot assistée, c'est très confortable, mais c'est très onéreux, et pour ce type d'indication, le remboursement n'est malheureusement pas là. Mais c'est vrai que la voie cilioscopique est très fiable. On va donc disséquer le plan entre la vessie et l'utérus, pouvoir placer la prothèse antérieure, et ensuite la fixer au promontoire. Donc ça, l'antérieur est toujours fait. Et après, en postérieur, on peut rajouter une prothèse postérieure s'il y a une rectocèle associée et gênante, mais donc pas forcément. Et après, il existe aussi la voie basse, dont parlait ma collègue juste avant. Effectivement, pour des patientes âgées qui ont été multi-opérées de l'abdomen et qui ont des formes pas trop importantes, par voie basse, on peut faire ce qu'on appelle une sacrospinofixation. On va aller se fixer à un ligament, et avec des fils, on va pouvoir remonter donc les organes sans prothèse. Interdiction de mettre des prothèses par voie basse désormais. Mais ce qu'on appelle en autologue, on a quand même de très bons résultats. Et même sur des formes, sur des béances vaginales, ça va bien marcher de pouvoir faire une périnéographie, de pouvoir rétrécir un peu. Elles se sentent plus confortables pour le transit quand on désélargit un peu tout ça. Et pour des formes chez des patients très âgées, on peut même faire des fermetures vaginales. Ça, pour des personnes qui ont plus de rapport, plus de 80 ans, qui sont à risque chirurgical, on fait ça sous rachianesthésie. On peut faire des choses très simples en ambulatoire et qui marchent bien. Et est-ce qu'on retire systématiquement l'utérus ? C'est une question qui revient très fréquemment, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, l'utérus sort, on retire l'utérus et c'est efficace. Alors en fait, malheureusement, non, c'est pas aussi simple que ça. En fait, l'ablation de l'utérus n'apporte rien dans le traitement du prolapsus, c'est-à-dire que si on retire l'utérus, après, ça va être la paroi vaginale qui va descendre, mais de la même manière. Par contre, en fait, ce qu'on ne veut pas, c'est devoir retirer l'utérus après, quelques mois, quelques années après avoir fait la chirurgie du prolapsus, pour une autre raison, parce que ça va être un geste qui va être plus complexe du fait de la chirurgie antérieure du prolapsus, a fortiori si on a mis un renfort prothétique. Donc en fait, toute patiente qui a des fibromes résiduels, qui a un épaississement de la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, toute patiente qui risquerait d'avoir besoin d'une hystérectomie après, on va plutôt faire l'hystérectomie au moment du traitement du prolapsus en laissant le col. C'est la grande spécificité, en tout cas pour la promontofixation, parce que c'est là-dessus qu'on va venir fixer la prothèse et non pas sur une cicatrice du fond vaginal, ce qui augmenterait le risque d'exposition prothétique. D'accord. Quand il y a besoin de retirer l'utérus, nous, les urologues, on n'hésite pas à faire appel à nos collègues gynécologues. On opère régulièrement à 4 mains, ce qui est très sympathique. Donc ça concerne l'utérus. Et pour les ovaires, comment ça se passe ? Alors pour les ovaires, ça va dépendre du statut ménopausique ou pas de la patiente. Les patientes qui ne sont pas ménopausées, on ne retirera pas les ovaires. Chez les patientes ménopausées, on va s'interroger sur la date de la ménopause, puisque les patientes qui seront ménopausées depuis moins de 10 ans, on va, si les ovaires sont évidemment normaux sur le bilan préopératoire, garder les ovaires qui vont avoir quand même un intérêt par des microsécrétions hormonales sur le plan osseux et cardiovasculaire. En revanche, après 10 ans de ménopause, il n'y a plus d'intérêt à garder les ovaires et on va réaliser une annexectomie bilatérale, c'est-à-dire le retrait des trompes et des ovaires systématiquement, mais de toute façon, avec l'hystérectomie, les trompes aussi partiront. Mais pour les ovaires, après la ménopause, plus de 10 ans, oui, on les retire. Un mot, docteur Le Savre, sur la récupération après une chirurgie du prolapsus. Quelles sont les recommandations, que ce soit concernant la reprise du sport, des activités sexuelles, le port de charge et d'autres? Qu'est-ce que vous leur dites aux patientes ?
Alors, on leur demande, dans le mois qui suit, de respecter un certain nombre de consignes. Alors, il ne faut pas être alité, loin de là, mais en revanche, il faut éviter les efforts physiques, il faut éviter le port de charges lourdes. On recommande en général pas plus de 5 kg, pas de rapport sexuel non plus. En général, tout ça pendant un mois, le but étant après qu'elles puissent reprendre toutes ces activités et qu'elles aient une vie normale. Donc, il y aura un arrêt de travail qui sera en général de 3 à 4 semaines, à réévaluer aussi en fonction de la profession de la patiente, parce qu'il y a des professions plus à risque que d'autres d'efforts de poussée. Par exemple, gardienne d'immeuble, où on porte souvent beaucoup de choses assez lourdes. Là, je pense à ça, mais en tout cas, dès qu'il y a des efforts physiques, de la manutention, des choses comme ça, il faut vraiment veiller à ce que la reprise du travail se fasse une fois que tout est bien cicatrisé et que la prothèse est bien intégrée et fixée dans l'organisme. Pareil, le premier mois, attention au transit, parce que moi, je mets des laxatifs à toutes les patientes pendant 15 jours, voire 3 semaines, pour éviter les efforts de poussée au tout départ, parce que si elles, effectivement, craquent les sutures qu'on a fait dès le début, c'est vraiment dommage. Effectivement. Même si c'est rare, hein, on peut en parler quand même, des complications. Quels signes doivent faire penser à une complication après une chirurgie et donc justifier une consultation avec un spécialiste ? Alors effectivement, même si c'est des complications qui sont rares, toute chirurgie peut avoir des complications et celle-là aussi. Les signes qui doivent alerter, c'est principalement une reprise anormale des douleurs, ça peut être des pertes anormales, ça peut être tout ce qui est fièvre, syndrome infectieux, voilà, c'est ça principalement. Les cystites, parce que tout ça c'est des points d'appel, a fortiori si on a mis un renfort prothétique qui doivent alerter sur, attention, est-ce que c'est en rapport avec un rejet, entre guillemets, de la prothèse. C'est d'ailleurs dans cet intérêt-là que les patientes sont revues systématiquement en post-opératoire à 1 mois, et puis souvent suivies à 6 mois, à 1 an, et après, en fonction de si elles ont un gynécologue de ville, en général, il peut assurer le suivi, mais 1 fois par an, c'est des patientes qui doivent être systématiquement examinées pour s'assurer de l'absence d'exposition prothétique qui parfois peut être asymptomatique. Merci Dr Trichot, ça au moins c'était précis. En cas de récidive, qu'est-ce qu'on fait concrètement, Dr Dupouget ? Il faut reconsulter en cas de récidive. C'est vrai que nous, on a un suivi régulier. C'est ce que disait ma collègue, on les revoit tous les ans pour vérifier qu'il n'y ait pas d'érosion, d'infection. Mais s'il y a une récidive, effectivement, ce n'est pas l'urgence, mais il faut reconsulter. Alors, récidive, c'est assez rare. C'est plus fréquent quand on a opéré par voie basse, parce qu'on n'a pas mis de prothèse, on est en autologue, donc un peu plus de risque de récidive. Mais alors attention, parfois, on croit que c'est une récidive. En fait, c'est un autre étage qui a décompensé. Si vous avez fait une promontofixation seulement antérieure, vous avez résolu vessie, utérus, et finalement le vagin dans lequel il y avait cette descente d'organes, c'est une cavité creuse, il est libre, la nature horreur du vide, le rectum peut prendre la place et venir descendre à la place de là où était la vessie et l'utérus qu'on a remonté. Et donc les décompensations, c'est un autre traitement, c'est comme un nouveau prolapsus, c'est une nouvelle pathologie. Donc là, on va refaire une imagerie pour bien revoir quand même notre ancienne prothèse, voir si elle est toujours bien fixée au bon endroit. Alors attention, quand on fait des IRM après promontofixation, il faut envoyer à des centres avec des radiologues experts qui savent regarder les bandelettes jusqu'en bas, ce qui n'est pas toujours facile. En fait, on a chacun 2-3 centres experts, mais pas tant que ça. Et après, si jamais c'est donc un autre étage qui a décompensé, ça va être un traitement à part entière. On peut refaire kiné, on peut reproposer un PCR. Alors quand il y a eu une prothèse, on n'aime pas trop pour le risque d'érosion avec le frottement sur la muqueuse. Mais si c'est autologue, on peut remettre un PCR. Et après, on peut réopérer. Si on avait opéré devant, on va pouvoir faire un geste par voie vaginale pour l'arrière. On va rarement retourner en cilioscopie pour une récidive si on avait fait une cilioscopie dans le premier temps, parce qu'on ne veut pas infecter la première prothèse et puis c'est techniquement très compliqué. Mais par voie basse, on peut rattraper plein de choses. Enfin, voilà, c'est autre chose encore. Très bien. Le moment est venu de répondre aux questions des médecins généralistes. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire à l'adresse qui s'affiche, hfb-lemag@cognac-jet.fr. Mesdames, est-ce que vous êtes prêtes pour répondre aux questions ? Avec plaisir. Alors c'est parti, une question d'un médecin généraliste de Neuilly. Elle est pour vous justement, Dr Trichot. Retirer l'utérus peut-il régler le problème du prolapsus ?
Alors on a un petit peu évoqué cette question auparavant. Non, l'ablation de l'utérus ne traite pas le prolapsus. Si on retire l'utérus chez une patiente qui a une hystéroptose, donc une descente de l'utérus, en fait, à la place, il va y avoir une descente du fond vaginal et ça ne traite pas la problématique. Une question, toujours pour vous, docteur Trichot. Cette fois, c'est un médecin de Suresnes qui vous la pose. Une hystérectomie favorise-t-elle le prolapsus ? Ça aussi, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un bruit qui court pas mal. On a longtemps cru que oui et on a démontré maintenant que non. En fait, il n'y avait pas de lien entre le fait de faire une hystérectomie et le risque d'apparition d'un prolapsus. Il y a plein d'autres facteurs de vie qu'a évoqué le docteur Dupouget qui peuvent être responsables, mais pas l'hystérectomie. Un mail maintenant d'un généraliste de Levallois. Vous nous écrivez et vous nous dites: la césarienne préserve-t-elle du prolapsus? C'est une question pour vous, docteur Le Savre. Alors non, la césarienne ne protège pas du Vous me prolapsus. disiez non, c'est pas une question pour moi. Si. Non, la césarienne ne protège pas du prolapsus. Il y a des patientes qui auront des prolapsus, quelle que soit la voie d'accouchement, parce que finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est finalement pas tant la voie d'accouchement que les 9 mois de grossesse et le poids de l'utérus et donc de son contenu sur les muscles périnéaux qui va favoriser le prolapsus, en plus finalement donc de facteurs de risque, en plus également de la nature des tissus, ce qu'on appelle les tissus conjonctifs, les tissus de soutien. Et ça, la voie d'accouchement n'y change rien, c'est la nature intrinsèque de chacun. On termine avec une question d'un médecin de Paris et elle est encore pour vous. Quel succès, dites donc, docteur Trichot. Une question d'un médecin qui nous dit: pour une patiente âgée avec comorbidité importante mais très gênée, quelles options de prise en charge privilégiez-vous ? Alors en tout cas, il existe des options de prise en charge pour ces patientes-là. Il ne faut surtout pas se dire elle est trop âgée, elle a trop de comorbidité, parce qu'on a des techniques chirurgicales de cloisonnement vaginal, alors qu'on a un petit peu déjà évoquées, qui sont vraiment réservées à des patientes chez qui on veut faire un geste le plus rapide possible, le plus efficace possible, qui peut se réaliser sous anesthésie loco-régionale. Ça s'appelle le colpoclésis pour le nom, on va dire, scientifique. Mais donc c'est vraiment de la fermeture vaginale. L'idée, c'est d'être efficace rapidement sur des prolapsus de stade avancé chez des personnes âgées, mais il y a une solution à leur proposer. Très bien. Docteur Dupouget, pour conclure, est-ce que vous avez un message de prévention pour éviter le prolapsus ? Oui, ça reprend les facteurs de risque qu'on a évoqués tout à l'heure. La posture, bien se tenir droite. On sait que les patientes africaines étant bien cambrées font moins de descente d'organes que nous, les blanches, qui avons cette mauvaise posture et on pousse dans notre vagin. Faire attention à équilibrer son transit, bien aller aux toilettes tous les matins après le petit déjeuner, qui est le moment où le côlon va se contracter. Donc toujours cette histoire de posture, de position. Faire attention, si on est fumeur, à essayer d'arrêter de fumer pour éviter la bronchite, la toux chronique. Plein de bonnes résolutions à prendre. Et une toute dernière question pour vous trois, mesdames. Que faut-il retenir de cette émission dédiée au prolapsus ? Docteur Le Savre, vous commencez. Moi, je dirais que le message à retenir, c'est qu'il faut consulter, quel que soit le degré du prolapsus, mais dès lors qu'on est gêné. Sans attendre, on consulte. Sans attendre, ce n'est pas urgent, mais il faut consulter pour prendre un avis et avoir les informations. Docteur Trichot. Effectivement, il y a des solutions pour tout le monde. La solution, elle n'est pas forcément chirurgicale. Donc, il ne faut pas que les femmes aient peur de consulter en se disant « de toute façon, je ne veux pas me faire opérer, donc je ne consulte pas ». Comme on a pu l'évoquer, il y a plein d'alternatives avant la chirurgie. Et puis, la chirurgie ne doit pas faire peur non plus au point de rester avec une altération de la qualité de vie telle que peut le représenter le prolapsus. Et puis, petit message, je dirais qu'en cas de troubles urinaires associés, ne pas hésiter à consulter un urologue. Si on a des fuites, des problèmes urinaires, des envies trop fréquentes, une vessie hyperactive, c'est l'occasion de faire le check-up complet. Très bien, merci à vous trois pour votre participation à cette émission. Docteur Le Savre, merci. Docteur Trichot, merci. Au plaisir. Et merci à vous, docteur Dupouget. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une autre émission consacrée à l'incontinence urinaire sur la chaîne YouTube de l'hôpital franco-britannique. À bientôt.